Nous continuons notre série qui est faite avec l'IESA et Connaissance des Arts avec la thématique de l'invité du soir, c'est-à-dire de recevoir une personnalité et d'essayer d'aborder à la fois un événement, là en l'occurrence il s'agit du Festival d'Histoire de l'Art qui va avoir lieu début juin à Fontainebleau, au château de Fontainebleau. C'est un festival qui est organisé par 3 parties, le château de Fontainebleau, le ministère de la Culture et l'INHA, l'Institut national d'histoire de l'art ici à Paris. Les 3 se sont mis d'accord depuis quelques années pour organiser un festival, un moment de rassemblement de cette profession des historiens de l'art, mais pas que, des historiens de l'art, mais aussi des conservateurs, des chercheurs, des artistes qui peuvent venir. Tout ce beau monde se retrouve donc à Fontainebleau et va passer 3 jours de discussion, de débat, de visite d'exposition. Donc on a la chance d'avoir la directrice artistique qui est Annick Lemoine, qui est ici présente, qui est historienne de l'art. Donc on va parler d'abord de ce que c'est que l'histoire de l'art, de ce que sont les caractéristiques de l'histoire de l'art en France, quelles sont les structures qui permettent de mieux connaître l'histoire de l'art. Et puis on parlera du festival qui cette année a 2 thématiques, un pays invité qui sont les États-Unis et une thématique sur la nature. Alors Annick, merci d'être avec nous et surtout, donc on va commencer directement en se posant la question. On a déjà reçu un galeriste, on a déjà reçu un chercheur, commissaire d'exposition. C'est quoi un historien de l'art ? Alors c'est un peu tous ces éléments-là, effectivement, c'est quelqu'un qui travaille sur l'étude d'œuvres d'art, que ce soit une sculpture, une peinture, une performance, une photographie, ou tout type de médium artistique, avec l'ambition à la fois de donner des clés et de comprendre pourquoi une œuvre nous touche, quelle est sa signification à la fois intellectuelle, symbolique, religieuse peut-être, l'inscrire aussi dans une histoire de l'art, c'est-à-dire comprendre cette œuvre au regard de son contexte culturel, social, politique à un moment donné et de son inscription dans l'histoire, et l'histoire aussi de sa fortune, de l'évolution de la compréhension d'une œuvre aux fonctions du moment lequel on l'étudie. Est-ce que ça peut être aussi sur l'aspect technique ? Bien entendu, on peut tout à fait travailler, être spécialiste de l'histoire de la technique de la gravure, l'histoire de la technique de la photographie ou d'autres. On peut travailler plus sur l'esthétique, l'histoire de la technique, plus sur ce qu'on appelle l'histoire sociale de l'art. Il y a énormément de types d'approches pour aborder une œuvre d'art. Et le rôle de l'historien de l'art, c'est ensuite évidemment de restituer son travail, de faire de la recherche et de transmettre les résultats de cette recherche, alors, avec des métiers divers qui s'offrent à nous, à la fois celui de l'enseignement à l'université, alors on devient maître de conférence ou professeur d'histoire de l'art, étant donné que, et c'est une très bonne chose, mais on souhaiterait que ça évolue, on enseigne l'histoire des arts à l'école, au primaire et au secondaire, mais ce ne sont pas encore les historiens de l'art qui l'enseignent, mais les enseignants d'histoire, de littérature, d'art plastique, ouais. Voilà. Donc l'historien de l'art peut être un enseignant à l'université, il enseigne l'histoire de l'art, chacun dans sa spécialité, antiquité, art contemporain, médiéval, etc. L'historien de l'art est aussi un chercheur, il peut enseigner et faire de la recherche et il restitue son travail au travers de publications, d'ouvrages, de participation à des colloques, des conférences. Il peut être uniquement chercheur dans le cadre du CNRS, le Centre national de la recherche scientifique. L'historien de l'art a aussi une autre possibilité où il fait de la recherche et la restitue par le biais des expositions et être commissaire d'exposition, ce qui est une autre façon de faire de la recherche et d'en rendre compte. J'ai été par exemple commissaire là, récemment de l'exposition qui se tient encore pour quelques jours jusqu'au 22 mai au musée du Louvre et consacrée à Valentin de Boulogne, réinventer Caravage. L'historien de l'art est aussi quelqu'un qui peut devenir un conservateur, c'est-à-dire travailler dans les musées, être commissaire d'exposition en charge de la conservation, la restauration et la valorisation des collections. Il peut aussi devenir critique d'art, surtout sur les spécialistes d'art contemporain ou bien dans l'ancien également, et éventuellement travailler pour le marché de l'art tout autant. Et aussi des publications.
Et les publications, de toute façon, tout historien de l'art rend compte de son travail et publie des ouvrages, des articles, des Quelle est la actes matière de colloques. première, justement, de cette recherche? Enfin, sur quoi se base-t-on? Ouais. Qu'est-ce qu'on a à disposition quand on est chercheur comme là? On travaille, tout historien de l'art va travailler, tout dépend de l'objet de la recherche, mais à partir des œuvres d'art, bien entendu, et c'est quand même l'objet principal de notre travail. Ensuite, on peut s'intéresser aussi à la fortune d'une œuvre ou d'un artiste, et du coup étudier les écrits sur l'artiste et l'évolution au fil du temps. On travaille aussi à partir donc, des œuvres d'art, si c'est une toute période, les archives, très Aller important. au minutier central pour arriver Exactement. à trouver le document que personne n'a jamais vu. Voilà. Pour Valentin de Boulogne, par exemple, je prends des exemples concrets. Donc, cet artiste du XVIIe siècle travaille à Rome juste après le départ de Caravage. On est dans les années 1610-1632. Nous avons fait de très longues recherches d'archives pour essayer de savoir pour qui il travaillait à Rome, quels étaient ses commanditaires, dans quel contexte ont été créées ses œuvres. Et malheureusement, les recherches d'archives ne donnent pas toujours des résultats. Et Valentin reste un artiste qui nous échappe, extrêmement mystérieux. Donc voilà. Très peu de documents. Voilà, Donc dans ces cas-là, tous les documents sont en italien ou en latin. Ah oui. Oui. Donc quand on est Sauf historien de son l'art, il faut acte- être aussi spécialiste des langues. Très souvent, tout dépend de l'objet de son travail, mais bien entendu, il faut. De toute façon, l'histoire de l'art est internationale et du coup, on est amené à lire la littérature, les productions de nos collègues en français, en anglais, en allemand, en italien, en espagnol, tout dépend de l'objet de notre recherche, mais forcément, il ne faut pas s'arrêter à notre propre production nationale. Dans ce cas-là, on passerait à côté de choses essentielles. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de se nourrir des approches qui parfois sont différentes d'un pays à l'autre. Et évidemment, tout historien de l'art fait appel aussi au champ des sciences humaines et de d'autres approches comme l'anthropologie ou la philosophie ou la psychanalyse pour pouvoir nourrir sa réflexion. Ouais. Est-ce qu'il y a des différences majeures entre un historien de l'art qui travaille sur l'art ancien et quelqu'un qui travaille sur l'art contemporain? Alors, fondamentalement, peut-être pas, mais oui, également. Parce que là, il y a quand même la parole du vivant. En plus d'avoir l'œuvre d'art, il y a parfois l'artiste. Exactement. Le rapport avec l'artiste, la rencontre avec l'artiste, l'absence aussi de distance qui rend la chose à la fois extrêmement excitante, mais très difficile, je trouve aussi. Alors que sur l'art ancien, nous rêvons de pouvoir rencontrer l'artiste. Parfois, on se dit on va faire une table magique. Valentin de Boulogne, j'aurais bien aimé pouvoir. Il n'a pas répondu à l'appel. Non, c'est ça. je ne suis pas parvenue. Et donc, le travail de l'historien va changer si on travaille sur la période contemporaine ou la période ancienne. Et l'enquête, parce que parfois c'est aussi un peu comme un détective, va être menée différemment si on travaille sur le XVIIe siècle. Moi j'avais été amenée, excusez-moi de parler de mais bien sûr, ça donne un exemple concret. Quand j'étais pensionnaire à la Villa Médicis, j'ai aussi travaillé sur Balthus, qui a été directeur de la Villa Médicis pendant 17 ans. Et on n'avait jamais travaillé sur son rôle de directeur de la villa, mais il a aussi redécoré, restauré, avec un point de vue très particulier d'artiste, la Villa Médicis, et donc j'ai été amenée à travailler sur ça. Or, je travaillais déjà sur l'art ancien, et donc c'était la première fois que je travaillais en menant mon enquête, et je suis allée le rencontrer en travaillant sur des archives en français dactylographiées, très récentes, et non pas avoir un manuscrit à décrypter. Voilà, illisible à décrypter en vénitien. Et effectivement, ça change énormément. J'ai pu rencontrer aussi d'autres artistes qui avaient travaillé avec lui, ou des pensionnaires qui avaient été, comme François Roy, qui avait été pensionnaire à l'époque de Balthus. Et ça se rapproche peut-être plus du travail du journaliste. C'est-à-dire de l'enquête presque sur le terrain. Voilà. De même, est-ce que le champ du contemporain n'ouvre-t-il pas vers d'autres secteurs, la danse, la musique, peut-être davantage que pour la période ancienne? Alors toutes. Par exemple, comprendre la peinture, je reviens à la Rome du XVIIe siècle, nous sommes obligés d'avoir des ponts et de savoir on est sans cesse, on ne peut pas comprendre la peinture ou un courant, un moment particulier comme celle de Caravage et les
les icônes qu'il a fait sur la diseuse de Bonaventure ou les joueurs de cartes, en étant étrangers à la littérature contemporaine ou le théâtre contemporain, comme la Commedia dell'arte, qui s'intéressait tout autant au monde des bas-fonds et à ce qu'on appelle la gueuserie. Et il faut le mettre en parallèle avec le roman picaresque. La musique aussi, par exemple, chez Valentin de Boulogne, est extrêmement importante, et les mécènes des peintres étaient aussi des artistes, des grands mélomanes dans la Rome du XVIIe siècle. Donc on est amené, et ça serait absurde à ouvrir plein de champs, plein de secteurs qu'on connaît mal. Même l'économie, j'imagine. Évidemment, totalement, parce que par exemple, je reviens toujours au même exemple, mais pour comprendre l'art de Valentin de Boulogne, puisque nous ne savons rien, on ne sait pas, hormis les 7 dernières années de sa vie, pour qui il travaillait. Or, au début du XVIIe siècle à Rome, il y a la naissance d'un marché de l'art très florissant. Et les débuts de Caravage ou de l'espagnol Giuseppe de Ribera s'expliquent, parce que là on en a des traces, par le rôle des marchands d'art, des intermédiaires. Et ces artistes ont fait fortune au départ et ont été reconnus ou sont devenus connus par le biais de marchands. Ce fut aussi sans doute le cas de Valentin de Boulogne, donc c'est très intéressant de travailler sur le marché de l'art, par exemple, au début du XVIIe siècle. Et si on ignore cela, on va pas comprendre quel est le contexte de la production, pourquoi l'attraction de Rome à ce moment-là, et ça en fait partie. Est-ce que cette approche économique de l'histoire de l'art est caractéristique plutôt d'un pays que d'un autre ? Aujourd'hui, non. En fait, tout le monde s'y intéresse. Ah oui, bien entendu. Mais est-ce que c'est parce que l'histoire sociale de l'art. Oui, c'est ça. Voilà. Et est-ce que c'est parce qu'on a fait déjà le tour de toutes les questions liées à l'esthétique, à la composition d'un tableau, à l'iconographie, que désormais tout le monde s'engouffre dans cette veine économique et sociale ? D'abord, je pense que pas tout le monde ne s'engouffre dans ce domaine-là. On voit bien que dans les catalogues d'exposition, désormais, cette partie liée au marché de l'art est de plus en plus présente. C'est lié aussi à l'évolution des sciences humaines et des types d'approches qui intéressent historiens de l'art, comme les historiens ou d'autres. L'importance de la storia... de l'histoire vue de près, en fait, du détail. Là, oui, microhistoire. Merci. La microstoria, notamment italienne. Ouais. Là, je pense que le rôle des historiens a été essentiel. Ils ont été à l'origine de l'intérêt des historiens de l'art pour l'histoire sociale de l'art. Et effectivement, c'est venu de l'Angleterre et des États-Unis et des pays nordiques avant de toucher la France, en tout cas. Est-ce qu'on peut expliquer quand même aussi, pour ceux qui connaissent mal, le fait que l'histoire de l'art a évolué dans le temps, que ce n'est pas la même histoire de l'art qu'on enseigne aujourd'hui ou qu'on pratique aujourd'hui que celle d'il y a un siècle, et qu'en fait, dans certains pays, on s'est attardé plutôt sur un domaine, plutôt que sur un autre, qu'il y a eu des écoles d'histoire de l'art. Ah, téléphone, alors que j'avais mis... Bon, c'est pas grave, ça s'arrêtera. Oui, donc il y a des écoles d'histoire de l'art, il y a des courants d'histoire de l'art qui vont d'un pays à l'autre, au gré d'ailleurs de l'histoire des hommes. Warburg en est un exemple, qui part d'un pays pour aller s'installer dans un autre, comment Courtauld, enfin plein d'autres centres. En fait, on va interroger cette question-là justement dans le cadre du Festival d'histoire de l'art, les 2 au 4 juin, j'espère que vous serez tous là, pour justement, en invitant les États-Unis, on a voulu aussi montrer quels étaient les nouveaux courants de l'histoire de l'art aux États-Unis, de montrer aussi l'aller-retour entre ces nouvelles pratiques américaines, comment elles arrivent en Europe, ou le contraire, comment certains courants, et pas uniquement d'histoire de l'art, vont nourrir l'évolution de l'histoire de l'art aux États-Unis. Et je vous en donne 2 exemples. D'une part, vous parlez de Warburg. Alors là, on va avoir une table ronde sur la question de l'importance du départ de très nombreux historiens de l'art pendant la Seconde Guerre mondiale, Panofsky, Warburg et d'autres, qui sont allés aux États-Unis, et l'arrivée de ces historiens de l'art européens a métamorphosé, transformé l'histoire de l'art aux États-Unis. Par ailleurs, en revanche, dans l'autre sens, par exemple,
la philosophie française qu'ils appellent la théorie française, the French Theory, celle de Foucault, de Marin et d'autres philosophes, a nourri l'histoire de l'art américaine. Et par ailleurs, effectivement, aujourd'hui, certains courants qui se sont développés davantage aux États-Unis, comme les gender studies, essentiels et qui changent un peu notre vision, depuis une vingtaine d'années, en revanche, en France, sont de plus en plus importantes, mais elles n'ont pas l'écho, l'aura qu'aux États-Unis, bien entendu. Donc il sera question aussi de ces éléments-là, aussi, ou également ce qu'on appelle en anglais global art, qui est cette vision transnationale de l'histoire de l'art et la nécessité ou la volonté, l'ambition de prendre en compte non pas l'histoire de l'art européenne ou nationale, mais dans sa globalité. Alors restons encore un tout petit moment maintenant sur l'histoire de l'art en France pour parler des structures. Où est-ce qu'on peut faire de l'histoire de l'art ? On a parlé de l'université, tout ça, mais qu'est-ce qu'il y a comme lieu de travail pour des chercheurs, vous et moi, qui voulons travailler un peu sur l'histoire de l'art ? Qu'est-ce qui est ouvert au public ? D'abord les bibliothèques, et principalement l'une des plus belles bibliothèques, et aujourd'hui une des plus riches et plus importantes au monde, elle est à Paris, et c'est celle de l'INAHA, l'Institut national d'histoire de l'art. Cette bibliothèque vient de rouvrir ses portes, vous le savez, dans la sublime salle Labrouste restaurée à la Bibliothèque nationale de France, et elle s'est enrichie à travers un long travail de l'arrivée d'autres bibliothèques, comme celle de ce qu'on appelle la BCMED, de la Bibliothèque centrale des musées nationaux, et d'une partie des imprimés de l'École des Beaux-Arts, pour en faire, avec le fonds principal de la Bibliothèque de l'histoire de l'Institut national d'histoire de l'art, du fonds Jacques Doucet. Et aujourd'hui, cette bibliothèque, votre bibliothèque de recherche d'histoire de l'art, est l'une des plus riches et plus importantes au monde, ce qui transforme vraiment la place, qui va transformer la place de l'histoire de l'art aujourd'hui. Donc pour l'Institut national d'histoire de l'art et l'histoire de l'art en France, c'est absolument capital. Plus de 150 000 volumes sont désormais en accès libre à la Bibliothèque nationale d'histoire de l'art, qui est une bibliothèque de recherche. La bibliothèque du Centre Pompidou qu'on avait l'habitude de pratiquer avant. Exactement. Ensuite, de très nombreuses autres bibliothèques sont accessibles à tous les chercheurs. La bibliothèque du Centre Georges Pompidou, les arts décoratifs, Fornet, tout dépend ensuite de l'axe de l'objet des recherches. Des recherches, bien évidemment. Il y a aussi, pour les chercheurs, il faut le savoir, qui peut être accessible, ce qu'on appelle les documentations des musées. La documentation des peintures du musée du Louvre ou des arts graphiques sont des lieux de recherche et des sources extrêmement intéressantes et accessibles aux chercheurs sur demande ou sur rendez-vous. Et là, on s'adresse qu'aux chercheurs. Qu'est-ce que moi, non-chercheur, comment je peux accéder dans ce genre de lieu ? Est-ce que c'est possible d'abord ? Est-ce que la bibliothèque Labrouste est ouverte aujourd'hui ? Elle est réservée aux chercheurs. Elle est réservée aux chercheurs et aux étudiants à partir du Master 2. Voilà, il faut déjà être un petit peu de la partie quand même pour pouvoir y aller. Oui. Okay. Alors, arrivons peut-être maintenant au festival, parce que c'est quand même la raison d'être de ce rendez-vous. Qui l'a créé et pourquoi est-ce qu'on a créé ce festival d'histoire de l'art ? Parce que ça n'existait pas ailleurs. Non, nous sommes les seuls, et chaque année nous invitons un pays invité, et ils sont toujours très jaloux en disant c'est extraordinaire, on n'a pas la même chose chez nous. Il y a eu une tentative d'en créer un en Angleterre à la suite de l'invitation de l'Angleterre, et en Italie aussi. Pour le moment, ça n'a pas encore été le cas. Alors pourquoi ça a été créé ? Ça a été créé avec le souci de la volonté d'accompagner l'introduction obligatoire de l'enseignement de l'histoire des arts à l'école, dans le primaire et dans le secondaire. Ça fait 7 ans que le festival existe, et donc l'idée c'était à la fois d'accompagner, de répondre à cette volonté de rendre obligatoire l'enseignement de l'histoire des arts, et en écho aussi avec l'importance de l'image qui envahit notre imaginaire et notre univers aujourd'hui. L'idée était aussi justement de répondre aussi à un engouement que l'on peut sentir, enfin un engouement qui est présent par le succès des expositions.
tous ces amateurs qui vont faire la queue des heures durant pour pouvoir voir des expositions, de répondre à leur curiosité, à leur attente, et aussi une volonté de faire connaître la discipline d'histoire de l'art et de montrer qu'elle n'est pas, de sortir de cette idée de l'histoire de l'art vue comme une discipline fermée sur elle-même, destinée uniquement à une élite sociale, et au contraire expliquer qu'est-ce que c'est que l'histoire de l'art, que ce n'est pas une pratique artistique. Très souvent on pose la question, alors vous peignez, vous apprenez les autres, enfin voilà. aux autres à peindre, non pas du tout. Et la volonté aussi de rencontrer le public et de proposer aussi un lieu de rendez-vous pour les professionnels de l'histoire de l'art, mais au sens extrêmement large. Les conservateurs, les chercheurs, les universitaires, les étudiants, les journalistes, les critiques, les éditeurs, les antiquaires, les experts. Et vous avez trouvé immédiatement, dès la première année, votre public, ou bien le public s'accroît chaque année un petit peu plus? Le public s'accroît chaque année un petit peu plus. C'est devenu assez rapidement un vrai lieu rendez-vous professionnel, et nous travaillons actuellement davantage pour que ce soit aussi une fête pour un plus large public, faire venir aussi davantage de jeunes et d'étudiants. Malheureusement, la date, c'est une très belle date du 2 au 4 juin cette année, parce qu'il fait beau, c'est l'été, et vous pouvez profiter du château de Fontainebleau, de ses jardins et de sa ville, mais c'est aussi très souvent un moment d'examen. Mais vous pouvez vous nourrir au festival pour ensuite pouvoir avoir des références actuelles pour les. Et alors pourquoi c'est à Fontainebleau? Pourquoi pas à Paris après tout? Parce que parfois il faut sortir de Paris aussi. Tout se passe à Paris, donc on avait le souhait justement de proposer autre chose, et on souhaitait choisir un lieu avec une œuvre d'art symbolique, un lieu patrimonial fort. Et Fontainebleau justement raconte l'histoire de l'art, de la Renaissance presque jusqu'à aujourd'hui, est chargé d'histoire et d'histoire de l'art. C'est un château multiforme, aux multiples visages, et aussi un lieu à échelle humaine. Une ville qui nous accueille, puisque le festival se déroule dans tout le château, mais également dans toute la ville. Et c'est à proximité aussi de Paris, ce qui était un avantage également. Alors, vous disiez tout à l'heure que les États-Unis étaient invités. Comment vous financez tout ça? Et qui permet la survie de ce festival? Parce que ça coûte quand même d'organiser tout ça. Oui, bien entendu, parce que c'est la 7e année. C'est une manifestation majoritairement soutenue par le ministère de la Culture et de la Communication. Mais nous bénéficions aussi de l'aide sensible, décisive des collectivités territoriales qui se sont engagées à nos côtés dès le début et qui sont de plus en plus présentes. Nous organisons aussi pendant le festival ce qu'on appelle une université de printemps avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur à destination du grand public, mais élaborée pour les enseignants justement du primaire et du secondaire qui enseignent l'histoire des arts, avec des ateliers pratiques et en faisant se rencontrer historiens de l'art et les enseignants d'histoire des arts. Et si je vous posais la question avec les États-Unis, c'est qu'en fait, faire venir des chercheurs ou des étudiants des États-Unis coûte cher. Oui. Cette année particulièrement, puisque quand vous avez fait la Suisse, c'était pas très compliqué de venir de Genève ou de Zurich. Mais là, venir de Washington ou de New York et de Los Angeles, ça doit coûter quand même beaucoup d'argent. Effectivement. Alors on a toujours des mécènes et des mécènes fidèles depuis le début de la naissance du festival qui nous accompagnent. Mais cette année était une année exceptionnelle. C'est la première fois, c'était vraiment un défi d'aller au-delà de l'Europe. C'est notre volonté, mais il faut pouvoir avoir les moyens, effectivement. Les États-Unis, c'est énorme, mais nous avons été accueillis avec un énorme enthousiasme, et différentes institutions de recherche et de fondations privées nous ont accompagnés et financent l'intégralité des invités américains. C'est-à-dire que le voyage de nos 40 chercheurs ou historiens de l'art américains, de leur logement, de leurs frais de bouche, est entièrement pris en charge par les Américains eux-mêmes, qui tout de suite ont accepté de nous accompagner et de nous permettre d'offrir aussi pour la première fois une traduction simultanée des quelques conférences qui seront prononcées en anglais, mais avec la possibilité d'écouter une traduction française en direct, simultanée. Et c'était à la fois la Getty Institute, la Fondation Terra, la Crest Foundation, la Lundberg Foundation, French
French Heritage Society. Et par ce biais, nous invitons une quarantaine d'Américains et des étudiants également venus de tous les États-Unis, côte Est, Ouest, Centre. Question provocatrice, est-ce que le fait d'inviter un pays riche simplifie les choses, ou autrement posé, est-ce que l'histoire de l'art fonctionne mieux dans un pays qui a beaucoup d'argent, et est-ce qu'un pays pauvre a peu d'historiens de l'art? Non. J'espère pas. Nous n'avons pas invité les États-Unis parce que c'était un pays riche, mais bien entendu parce que l'histoire de l'art était extrêmement importante aux États-Unis. La place des musées, les artistes, c'était fascinant, évidemment. Mais est-ce qu'on peut dire que chacun des pays a les historiens d'art qu'il veut ou qu'il peut? Est-ce que c'est tout le monde, dans tous les pays, finalement, le même niveau de recherche? Non. Non, je pense pas. Il y a une tradition d'histoire de l'art plus forte dans certains pays que d'autres. Il y a parfois un pan aussi, l'archéologie va être extrêmement vivante et importante en dans Grèce. Des pays qui ont de l'archéologie sur lesquels on peut travailler. Ça va dépendre du patrimoine, ça va dépendre de l'histoire des sciences humaines dans ce pays, de la création contemporaine également. Ouais. Mais moi je me souviens quand je faisais mes études d'histoire de l'art, de mon professeur d'art médiéval qui nous disait pour faire ce métier, il faut parler français, anglais, allemand, le latin bien évidemment, et le hongrois. Et le hongrois, j'en entends plus parler aujourd'hui. Enfin, je n'ai pas appris le hongrois pour autant, mais les recherches de l'époque étaient beaucoup publiées en hongrois, n'avaient jamais été traduites, donc il nous disait qu'il fallait posséder cette langue. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, dans les pays de l'Est, enfin les anciens pays de l'Est, pardon, il y a encore cette tradition de l'histoire de l'art? Oui, je pense. Alors, c'est vraiment une de nos ambitions du Festival d'histoire de l'art, ça serait d'inviter prochainement les pays de l'Est. On s'y est interrogé, on va voir comment on va pouvoir faire, parce qu'effectivement, du coup, il y a une question de financement qui ne se pose pas pour d'autres pays. Et alors, pour parler de ce que je connais mieux aussi, donc l'époque qu'on appelle moderne. Les Polonais, notamment, sont extrêmement actifs, très, très forts sur l'histoire des collections, du collectionnisme, marché de l'art, l'histoire sociale de l'art. Il y a encore une tradition d'histoire de l'art extrêmement forte. Oui. Et en Russie aussi, j'imagine. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça c'est aussi un pays auquel nous avons songé. Ils ont aussi des musées avec des collections extraordinaires et aujourd'hui ils s'ouvrent davantage, il y a donc plus d'échanges et d'échanges pour les chercheurs aussi de venir travailler. Est-ce que tous ces textes qui sont publiés en hongrois ou en russe par exemple sont aujourd'hui traduits? Non, absolument pas. Absolument pas. Je pense que beaucoup de Polonais et même en France ont tendance à publier en anglais directement. Mais non, la traduction est encore pas développée. Donc, du coup, pour cette raison-là, le Festival d'histoire de l'art a mis en place un prix de la traduction dans le cadre du Salon du Livre et de la Revue d'Art, et dans les deux sens. C'est-à-dire que nous donnons un prix à un éditeur qui publie en langue française un livre étranger, et nous aidons aussi des éditeurs français à faire traduire dans une autre langue un ouvrage français. Voilà. Pour favoriser la diffusion de l'histoire de l'art dans les différentes langues. Quelle est l'importance aujourd'hui de l'Internet pour l'histoire de l'art? Elle est essentielle. Elle est essentielle puisque ça fait circuler les sources, les ressources, les publications, les ouvrages en ligne, c'est capital. L'INEHA est extrêmement actif dans ce sens pour justement rendre accessible tout type de ressources pour la recherche sur l'histoire de l'art. Et est-ce que cette implication dans le numérique est la même en Russie et en Hongrie, pour reprendre les deux exemples de tout à l'heure, et est-ce que ça a facilité justement l'arrivée aujourd'hui ou l'accessibilité de ces textes qui jusqu'alors étaient difficiles à obtenir? Alors de manière générale, je répondrais oui. Ensuite, je ne saurais pas vous répondre sur la situation de l'usage du numérique en Russie ou en Pologne. En revanche, avec les États-Unis que nous invitons, nous allons justement proposer une table ronde sur un sujet connexe mais proche, et nous allons faire des tables rondes et je vous y invite à venir, en interrogeant les différents grands centres de recherche, institutions de recherche ou universités américaines, en leur demandant de rendre compte, notamment pour les étudiants américains mais aussi étrangers de toute nationalité, quelles sont les offres
pour faire de la recherche aux États-Unis. Les bourses, les typologies, comment s'y prendre. Donc ça, je pense que ça peut être extrêmement intéressant pour les jeunes historiens de l'art. Et par ailleurs, nous aurons une table ronde sur la question du droit des images et l'accès libre des images, avec justement la mise en exergue du fait que les États-Unis sont très en avance sur ce travail-là. Ouais. Enfin, vous devez bien constater en tant que chercheur ou chercheuse la plus grande circulation des images désormais. Bien entendu, mais il y a encore beaucoup d'obstacles dans le cadre des publications, par exemple. Ah non, la façon de faire de la recherche a radicalement changé depuis l'ère d'Internet, c'est certain. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans cette édition donc, du festival là-bas à Fontainebleau? D'abord, des moments de rencontre, on a parlé quand même de pas mal de sujets. Exposition. Oui, il y a toujours l'exposition de l'année de cette période du château de Fontainebleau. Cette fois-ci, elle est consacrée à l'architecte Percier. Il y aura des visites proposées par les conservateurs et les amis du château de Fontainebleau de l'exposition, gratuite bien entendu. Une table ronde aussi est organisée en marge de l'exposition sur Percier. Et par ailleurs, juste les 3 jours du festival, en collaboration avec la Bibliothèque nationale de France, seront proposées une présentation des Vélins d'eau du bon, on va y arriver. Magnifique vélin d'oiseaux présenté dans une des salles historiques du château, et à nouveau en écho, parce que nous aimons beaucoup ces résonances entre conférences, entre visites, les concerts ou le cinéma ou le théâtre. Et donc là, en résonance avec cette exposition, il y aura aussi une conférence d'Emmanuel Lurin sur les volières à la Renaissance en France. L'architecture, par exemple. Oui, voilà. Oui. Et la représentation aussi des volières. Il y aura aussi, puisque le thème est la nature, de nombreuses conférences, débats sur l'histoire des jardins, de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et en résonance, le jardinier chef jardinier des jardins de Fontainebleau propose aussi des visites du jardin de Fontainebleau. Juste pour vous montrer un peu les résonances. Alors, la thématique, comment vous déterminez ces thématiques? Parce que celle sur la nature paraît tellement évidente cette année. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'aller voir toutes ces expositions qui parlent de jardin. Une au Grand Palais, vous avez l'exposition de Redouté qui est au Musée de la Vie romantique. Vous avez une exposition qui est la suite de jardin au Centre Pompidou-Metz. Il y a l'exposition du Musée d'Orsay sur le paysage. Enfin, donc, cette année, il y a une sorte de thématique jardin, et ça tombe bien, vous avez la même, sur la nature. Donc comment est-ce qu'on détermine les sujets et qui détermine aussi le pays invité? Alors en fait, nous travaillons depuis le début de l'origine du Festival d'Histoire de l'Art avec un comité scientifique, aujourd'hui présidé par Pierre Rosenberg, constitué de différents représentants de la communauté d'historiens de l'art, et que je du coup réunis régulièrement au sein de l'INEHA. Et par ailleurs, et c'est avec ce comité scientifique que nous déterminons le thème et le pays invité à la suite de discussions. Oui. Ouais. On vote parfois quand on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et à partir de là, je constitue des groupes de travail de spécialistes, cette année sur le thème de la nature, ou le pays invité, avec des Américains, pour travailler, et c'est vraiment un travail scientifique extrêmement exigeant, des gens extrêmement généreux, je dois dire, et j'ai été, l'année dernière c'était sur le thème du rire, je dois vraiment saluer leur travail, leur implication, et donc avec ces petits groupes de travail, nous élaborons la programmation que nous ensuite, à plusieurs moments, proposons aux communautés scientifiques, débattons, etc. Pour monter cette programmation, on fait aussi, évidemment, pour faire remonter le plus de propositions possibles provenant de chercheurs les plus divers, des horizons les plus différents, nous faisons toujours un appel à communication pour le thème. Voilà. Et après, nous sélectionnons en fonction des résultats avec l'aide de ce groupe de spécialistes. Mais là, par exemple, vous avez lancé la nature, comme il y a eu de gens qui se sont proposés spontanément. C'était un succès immense. Et pour tous les volets que nous avons traités cette année, donc nous sommes presque victimes de notre succès, puisque nous avons reçu le double, triple, voire 4 fois plus de réponses que les autres années. Et la nature, nous avons reçu 215 propositions d'intervention. Voilà, alors qu'il ne s'agit que du niveau des chercheurs fin de thèse ou post-thèse.
de tous horizons, et nous ne pouvions n'en retenir que 80, non, moins de la 80 quand même, il y a 80 tables rondes, enfin débats, pardon. Alors je ne sais plus exactement les chiffres, mais Non autour mais de c'est ça, énorme, 80, c'est énorme. Ça veut dire que pendant 3 jours, on n'arrête pas de parler. Hein, oui, voilà. D'accord. Et après les États-Unis, Ouais. et le forum de l'actualité, et les présentations d'ouvrages également. Et pour répondre à votre question, je pense aussi que quand on arrive à certains sujets, comme la nature, c'est aussi que c'est dans l'air du temps, c'est quelque chose qui nous travaille, qui nous intéresse à ce moment-là. Et il y avait effectivement toutes ces expositions qui se préparaient au même moment. Du coup, nous avons invité les commissaires de toutes les expositions que vous avez citées, Redouté, Les Jardins, Paysages mystiques et Picasso face à la nature, une exposition qui a lieu à Sceaux. Nous avons invité, dans le cadre du Forum de l'actualité, les commissaires des expositions à venir présenter leur exposition. Donc vous pourrez les entendre pendant les 3 jours du festival. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'ils vont vous expliquer les dessous, la fabrique un peu de l'exposition. Comment exposer des jardins? Qu'est-ce que ça veut dire qu'exposer la nature dans un musée? Quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées? Comment l'exposition est accueillie? Et chacun, évidemment, avec leurs propres problématiques. Ça a toujours beaucoup de succès. Vous parliez tout à l'heure de théâtre et de musique, ça veut dire donc que le festival s'ouvre aussi à d'autres secteurs. Ah, bien entendu. À nouveau, je vous le disais, l'histoire de l'art ne peut exister toute seule. Oui. Toute seule, ça serait absolument absurde. Et donc, nous tenons absolument à ce qu'il y ait un volet, c'est une section de cinéma qui s'appelle Art et Caméra, extrêmement importante. Plus que de 70 films sont projetés pendant les 3 jours, avec là, à nouveau, une programmation très pointue, élaborée par une spécialiste, Jim Cho, qui travaille à mes côtés. Et nous invitons aussi toujours des artistes, des musiciens et des acteurs dans le cadre de différents partenariats. Cette année, 2 acteurs de la Comédie Française viendront illustrer ou proposer un nouveau regard ou un regard sur les États-Unis en proposant la lecture de la poésie d'Emily Dickinson et de textes de Jack London. Mais nous travaillons aussi avec le Conservatoire national supérieur de musique et de danse. Et vous pourrez, en sortant d'une conférence, aller écouter des concerts de musique par les jeunes musiciens, élèves du conservatoire, excellents, et des spectacles de danse également. Avec la collaboration de l'ambassade américaine, il y aura aussi des concerts de jazz. Et alors, est-ce que c'est le même public? Est-ce que ce sont les mêmes qui passent d'une conférence sur la nature à une pièce de théâtre, à un concert? Pas toujours, pas toujours. Parfois, ce sont les mêmes. L'historien de l'art au grand public qui va aller écouter la conférence de Jeff Koons et ensuite va s'arrêter devant un concert ou aura choisi d'aller voir tel ou tel film. John Boorman est l'invité de Art et Caméra, de notre section cinéma, mais certains sont du public local également qui du coup vient découvrir le château de Fontainebleau et va avoir droit à découvrir l'histoire de l'art au travers des visites qui sont faites par les conservateurs ou des étudiants de la Sorbonne et de l'école du Louvre qui viennent travailler toute l'année pour proposer des visites autour d'une thématique ou d'une œuvre d'art. Donc ça va être quelque chose de nouveau et après il peut peut-être être amené à aller écouter une conférence. D'autres viennent avec leurs enfants, il y a de nombreuses ateliers pédagogiques, d'éducation artistique et culturelle également. Donc, il y a une offre très plurielle pour tous les publics et nous espérons évidemment que ça les amènera à aller écouter la conférence s'ils ne l'avaient pas prévu. Alors vous avez dit tout à l'heure Jeff Koons, ça veut dire qu'il y a Jeff Koons invité. Oui. On n'en a pas trop parlé pour l'instant. Vous allez faire quoi? Venir des œuvres? Non, c'est trop cher. Non. Et puis c'est un festival d'histoire de l'art. Oui, c'est ça, on parle autour des œuvres plus qu'on en montre. Voilà. Ouais. Alors on en montre beaucoup puisqu'on en montre à chaque fois. Projeté, il n'y a aucune conférence, table ronde ou débat sans projection d'images, forcément. Un historien de l'art ne parle pas sans images. Et qu'est-ce qu'on attend de Jeff Koons, hormis qu'il est américain et donc il fait partie du pays invité? D'abord, on a décidé depuis quelques années que la conférence inaugurale sera... on donne la parole à un plasticien originaire du pays invité. Et connu. Ouais. L'idée avec Jeff Koons, c'est de l'interroger sur son rapport à l'histoire de l'art,
son activité de collectionneur, tout azimut et de toutes les périodes, d'essayer de comprendre en quoi ça nourrit son art, pourquoi il travaille les œuvres d'autres artistes, qu'est-ce que ça veut dire, son goût des musées, essayer de révéler un autre volet peut-être plus intime et moins connu de l'artiste. Ensuite, les artistes, on ne peut jamais totalement les contrôler, donc je ne peux pas absolument vous garantir ce qui sera dit au moment de cette conférence inaugurale. Ce que je peux dire, c'est qu'il a répondu avec énormément d'enthousiasme, qu'il s'est montré très généreux, j'espère que ça sera le cas, et qu'il était très soucieux de rencontrer aussi le public et les historiens de l'art. Parallèlement, nous allons projeter un film qui s'appelle Un homme de confiance, qui a été un documentaire sur Jeff Koons et qui dresse un portrait intime de l'artiste, en parlant à la fois de l'artiste, de l'homme de communication, de l'héritier du pop art, voilà, avec tout et de l'homme d'affaires. Et de l'homme d'affaires, exactement. Peut-être. Qu'est-ce qui reste comme témoignage à la fin de ce festival ? Est-ce que vous faites des actes du festival ? Non. Le festival n'est pas un colloque. Voilà. Mais en revanche, nous faisons des captations filmées. Et vous pouvez, elles sont montées, on choisit un certain, malheureusement on ne peut pas encore tout filmer, voilà, donc on fait des choix, et on enregistre une série de conférences, débats, tables rondes, elles sont montées, ensuite mises en ligne au courant de l'été, et vous pouvez les voir gratuitement et encore aujourd'hui sur le site du festival, festivaldhistoire-de-l'art.com, et toutes les archives des années précédentes sont accessibles sur notre site. Voilà. Nous avons aussi l'ambition, et c'est en cours, de publier, là en version papier, les conférences inaugurales. Ah oui, chacune. Voilà. Donc, tous les artistes qui ont été invités de Suisse, des Pays-Bas, etc. Alors en fait, cette tradition, ça fait 3 ans. Ah oui, c'est récent. Depuis les Pays-Bas. Très bien. Écoutez, si on a fait à peu près le tour de la richesse de ce qu'est ce festival, peut-être qu'on va vous laisser la parole si vous voulez poser des questions. C'est peut-être l'occasion. Je sais que c'est le moment le plus délicat, les gens n'osent pas toujours. Non, on a été assez clair, on a vu à peu près toutes les facettes. Oui. Moi, je voudrais poser une question, mais plus par rapport à votre parcours professionnel. Oui. Quel est votre parcours et quels seraient vos conseils à une jeune génération qui n'a pas forcément les mêmes moyens pour trouver un travail dans le monde de l'histoire de l'art actuel? Alors, vous voulez que je réponde sur le parcours ou oui. sur les ouvertures Ce que tu as fait toi. Comment on en arrive à ce poste tant convoité? Moi, j'ai fait un parcours assez classique. Je suis partie en Italie, en fait. J'avais un amour de l'idée. Je travaille sur l'art italien en particulier. Et j'avais été au lycée international. Voilà, je suis de double nationalité française et irlandaise. Donc voilà, une ouverture sur les autres pays. Je suis partie en Italie, mais avec l'objectif de faire de l'histoire de l'art. J'ai fait l'histoire de l'art à Rome, en Italie. Ensuite, je suis revenue en France et j'ai fait la Sorbonne. Jusqu'à la thèse, mais en multipliant les bourses à l'étranger, et notamment en Italie, ce qui m'a permis, et dans des cadres différents, à l'université, à la Fondation Roberto Longhi, ce qui m'a permis, je crois que c'est essentiel, de multiplier les expériences et de justement être au contact ou être confronté à différents types d'approches, d'enseignements. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut absolument pas faire l'économie de profiter d'Erasmus et voilà, de démultiplier le type d'enseignement, de comprendre la diversité de la recherche, la pluralité des approches, ça c'est essentiel. Aujourd'hui, plus que de mon temps, vous êtes amené à faire de très nombreux stages, je crois, et ça, je pense que c'est extrêmement important. Et après, moi, j'ai été amenée à travailler par choix dans des musées, dans des galeries, et je trouve que ça aussi, et j'ai eu, alors là c'est plus exceptionnel par mon parcours, je suis maître de conférence, j'enseigne à l'université, mais j'ai aussi fait de très nombreuses expositions, j'ai travaillé à la Villa Médicis, à l'Académie de France, j'ai géré des collections, et je trouve que ça c'est aussi quelque chose d'extrêmement riche. Je pense qu'aujourd'hui il faut aussi justement
absolument pas être fermé, se nourrir des autres sciences humaines, faire des bi-parcours, ça me semble extrêmement sain et riche. Il faut être curieux, il faut profiter, il faut aller voir. Plus, il faut alors surtout pas non plus penser que Internet donne tout, et il faut aller voir les œuvres sur place. Ça semble essentiel, peut-être que je critique les palissades, hein, mais rien ne remplace le contact avec les œuvres et l'émotion, l'étude. Est-ce qu'on peut dire aussi que le sujet de thèse a nourri la suite, puisqu'en fait c'était sur Nicolas Régnier, et que tu prépares déjà une exposition, ou enfin... Non, je reviens à mes premières amours, Nicolas Régnier, un autre peintre caravagais du XVIIe siècle, et effectivement je prépare une exposition pour décembre prochain au Musée des Beaux-Arts de Nantes sur Nicolas Régnier, peintre, marchand et collectionneur de Rome, Venise du XVIIe siècle. Est-ce que j'ai à peu près répondu à vos questions Et donc, sachez que vous pouvez aussi... Alors, on a toujours l'impression que travailler sur l'art d'un pays étranger, ça va être plus compliqué. Alors, ça demande effectivement peut-être... Mais ensuite, à partir du moment où on obtient des bourses, parfois c'est presque plus facile d'avoir des soutiens, ça s'enchaîne. Et là, au festival, je vous invite vraiment, si vous en avez la possibilité, de venir écouter les témoignages de nos homologues américains qui vont rendre compte de la multiplicité des bourses offertes pour des temps de recherche courts ou longs aux étudiants de différents niveaux, tout jeunes chercheurs comme chercheurs confirmés, et ce sont des possibilités que n'offre pas la France malheureusement, mais qui sont extrêmement actives, riches aux États-Unis par exemple. Est-ce qu'il y a un secteur d'histoire de l'art qui semble aujourd'hui un peu négligé, sur lequel il faudrait aller mettre son nez, parce que justement personne n'a tellement abordé le sujet? Alors, le secteur, c'est très difficile à dire, et les choses évoluent très vite. Et effectivement, on travaille, par exemple, le thème du rire que nous avions choisi l'année dernière. C'est vraiment un thème sur lequel on commence à s'interroger et qui nous intéresse aujourd'hui en tant qu'historien de l'art. Ce que je pourrais plutôt dire, c'est que ce qu'on enregistre, que ce soit à l'université et que ce soit dans les musées aussi, donc là, il y a une vraie rencontre dans ces deux univers, un intérêt croissant et prépondérant pour l'art contemporain. Malheureusement, du coup, un désintérêt ou moins d'intérêt pour les périodes plus anciennes, et en particulier pour l'art médiéval, ou ce qu'on appelle l'art de la Renaissance et l'art baroque. Un plus d'intérêt de la part des étudiants pour l'archéologie, l'art contemporain, et c'est aussi ce que l'on rencontre dans les musées, marché de l'art aussi, les prix fous de l'art contemporain, et beaucoup moins pour l'art ancien, sauf les très très grands artistes. Donc ça ce sont des tendances qu'on enregistre aujourd'hui. Avec Éric Dechassé, la dernière fois, donc le patron de l'INHA, on parlait de ces liens que l'INHA se devait de nouer avec soit des pays qui sont moins dotés pour l'histoire de l'art, soit les universités. Comment est-ce que tu vois justement ce développement de l'histoire de l'art dans les années qui viennent, et qu'est-ce que vous faites à l'INHA dans ce sens? Alors, avec l'arrivée d'Éric Dechassé, il y a vraiment une volonté très forte de justement essayer de pouvoir tisser des liens avec ces pays qui ont aussi une tradition d'histoire de l'art, une autre vision, mais moins évidentes, ou avec lesquelles on n'a encore pas travaillé, qui ont peut-être plus de difficultés à venir, n'ont pas les mêmes moyens que les États-Unis ou d'autres pays européens. Et je pense que ça va être essentiel aussi pour nous d'être en contact de ces chercheurs. Oui, parce que vous allez vous enrichir aussi de leur expérience. Exactement. Ouais. Et donc là, ça existe déjà au sein de l'INHA, et c'est une volonté justement d'essayer de s'ouvrir davantage à tous ces pays, les pays de l'Europe de l'Est, et aussi les pays d'Afrique, ou l'Afrique du Nord également. Et du coup, nous, en résonance et dans le cadre du Festival d'Histoire de l'Art, nous réfléchissions aussi aux pays invités, et nous avions songé à ces différents pays, avec ensuite toutes les problématiques très concrètes. Oui, plus complexes. Voilà, plus complexes. Une question, c'est par rapport au festival. Donc ce festival aura lieu pendant 3 jours. Toutes les activités sont commencées en même temps, à peu près. Oui. Comment vous orientez pour quel événement est plus important, plus intéressé, comment vous savez directement vous trouvez l'endroit
je vais vous répondre. Donc, effectivement, le festival se déroule sur 3 jours. Il est gratuit. Il est gratuit, ouvert à tous, accessible sans inscription, du 2 au 4 juin. Ça commence le vendredi matin avec la conférence inaugurale à 11h, tous les jours jusqu'à 18h30 à peu près. C'est extrêmement riche, c'est un festival, donc vous avez raison, il y a plusieurs choses qui se passent au même moment, plusieurs conférences, plusieurs tables rondes, un concert, une projection cinématographique. Et nous proposons un programme très riche que vous pouvez consulter à la fois au travers de sa version papier. C'est un programme gratuit, vous en aurez quelques exemplaires ici. Ils sont en accès libre à l'INEHA, l'Institut national d'histoire de l'art, au ministère de la Culture et de la Communication, qui seront distribués aussi pendant le festival à Fontainebleau. Mais ce même programme, très riche, je vais vous expliquer comment il fonctionne ensuite, vous pouvez le trouver en ligne, sous une forme PDF ou encore plus complet sur notre site festivaldistoiredelart.com. Vous pouvez aussi le retrouver au travers de notre application, l'application du Festival d'Histoire de l'Art. Et vous cherchez dans les applications Festival d'Histoire de l'Art. Et avec cette application, vous pouvez vous-même créer votre propre programme. Il y aura des alertes aussi pour indiquer qu'il n'y a plus de place dans telle conférence ou telle personne a changé, l'horaire. Et dernier... Je pense que c'est plutôt au château de Fontainebleau. Beaucoup d'activités, on va dire, alors, essentiellement au château de Fontainebleau et dans toute la ville. Donc plusieurs salles dans le château, au théâtre municipal de Fontainebleau, dans l'école des mines, puisque Fontainebleau abrite la très célèbre école des mines, qui est une école pour les sciences, mais qui à ce moment-là a terminé son cycle et nous accueille. Donc il y a plusieurs salles de l'école des mines qui accueillent le Festival d'Histoire de l'Art. Des hôtels de Fontainebleau aussi nous accueillent et nous mettent à disposition des salles comme l'Aigle Noir. Mais alors tout ceci est indiqué de manière très précise au dos et sur notre site de notre programme. Vous verrez tous les lieux du festival. Il y a une carte qui vous l'indique. Le programme est ensuite organisé par thématique. La nature, le pays invité, le salon du livre, les spectacles et les visites, le forum de l'actualité. Et vous retrouvez, donc vous pouvez interroger, essayer de vous faire une idée de ce qu'ils proposent en regardant chacune des thématiques. Ou bien, à la toute fin, vous avez aussi une présentation de l'ensemble du festival avec une présentation journalière pour savoir qu'est-ce qu'il y a, quel jour, à quelle heure. Le samedi, le vendredi matin, ça commence à 10h. Qu'est-ce que je peux voir à 10h? Qu'est-ce qu'il y a le samedi à 14h? Et ça vous liste tout ce qui se passe avec une numérotation qui fonctionne extrêmement bien, qui vous rapporte ensuite à l'événement avec un petit résumé. Et vous avez aussi un index du nom des intervenants si vous savez que vous voulez écouter Olivier Chasset ou Christian Porzamba ou Jeff Koons. Voilà. Vous allez chercher Jeff Koons à la fin et ça vous dira où est-ce que vous pouvez... Ensuite, quelle est la conférence la plus importante? Là, ça dépend vraiment à chacun en fonction de sa curiosité, de son appétit. C'est difficile. Tout est important, tout est bien. Ça va être plus précis, moins pointu, mais vraiment, on fait appel aux plus éminents spécialistes, tous d'horizons très divers, mais en leur demandant, l'idée c'est de pouvoir aborder des sujets complexes, non pas en les simplifiant, mais en les rendant le plus accessibles possible. Merci. Alors, rendez-vous très bientôt. On est le 2 au 4 juin, à J-15. Très peu. Merci beaucoup. Merci.